Je suis un loup. Qu'est-ce que tu veux que je mange? Ah déjà, pas des gens? Des carottes, des champignons, des fruits, des légumes quoi. Ça chasse comment, les légumes? La première. Donc là, ils ont fait une pub avec l'intelligence artificielle. What the fuck? Les clés médias. Là, on sera capable d'avoir toutes les morphologies, toutes les tenues, toutes les poses en quelques clics. Marie Van Kutsem. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les clés médias. Vous n'avez pas pu la louper, la publicité d'Intermarché avec le loup qui veut devenir végétarien. La vidéo a dépassé le 1 milliard de vues. Succès immense pour une publicité mignonne dans les codes du compte et garantie sans une once d'intelligence artificielle. Un ingrédient qui explique incontestablement son succès selon ses créateurs. Est-ce que cela voudrait dire que la publicité est déjà envahie aujourd'hui par l'intelligence artificielle? Sans doute bien plus que ce que l'on croit ou voit, en tout cas, en tant que consommateur ou consommatrice, créer des campagnes, des décors, des personnages, de faux mannequins et tout le reste, explorer un marché, définir un public cible pour un produit, etc. Là-dedans, l'IA est déjà bien présente aujourd'hui. Comment est-ce en train de transformer le secteur? Quelles sont les balises juridiques, éthiques qui encadrent le développement de l'IA dans la publicité? Faut-il dire aux consommateurs que telle voix ou tel visage a été généré artificiellement? C'est le menu de cette émission et on commence avec des vidéos interpellantes qui ont bien circulé sur les réseaux sociaux. Les clés médias. Marie Van Kutsem. Ils ont clairement utilisé l'IA sur ma tronche, là, c'est une blague. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Audrey, je suis mannequin et j'ai signé mon premier contrat à l'étranger. Je pars en Inde. Audrey Soligny est une mannequin française et ce voyage en Inde est une opportunité professionnelle. Elle va notamment travailler avec la marque de lunettes de soleil d'un acteur très connu de Bollywood. Après le shooting, cependant, surprise lorsqu'elle voit les photos d'elle. Pour que vous vous rendiez compte, voici les photos directement sorties de l'appareil et voici ce qui a été publié sur le site. Franchement, j'ai pas les mots, je le prends même un petit peu mal. Heureusement que le mannequin homme a été transformé par l'IA aussi, ça me rassure, je me dis que c'est pas ma faute quoi. Mais franchement, je suis outrée. Ils ont fait travailler des gens toute la sainte journée, tout ça pour les remplacer par des fausses personnes. C'est robotique, c'est pas joli, puis ces petits visages là, c'est pas humain. Malheureusement, c'est pas la seule fois où j'ai été confrontée à l'intelligence artificielle en Inde. J'ai hâte qu'on puisse en discuter ensemble. Et elle n'est pas la seule. Toujours sur Instagram, ici c'est la mannequin Charlotte Lemay qui raconte son expérience sur le média Her Story. Je suis arrivée sur un shooting en tant que mannequin comme d'habitude et j'arrive le matin et l'équipe me dit on t'a prévenu, il n'y a pas de maquillage, pas de coiffure parce qu'on va générer un nouveau visage à l'intelligence artificielle. Ce sera plus ton visage, en fait on va garder que ta silhouette. Je leur ai tout de suite dit que si j'avais eu l'information avant, je n'aurais pas fait le shooting et je serais pas venue. J'ai contacté Audrey Soligny pour discuter de son expérience, car ce n'est pas la seule fois que ça lui est arrivé lorsqu'elle était en Inde. Une des deux marques, je suis allée voir le compte Instagram et je me suis rendu compte que j'étais sur quasiment toutes les photos du compte, alors que c'est des photos que je n'avais pas réalisées. Donc ils ont utilisé les photos qu'on avait faites ce jour-ci sur fond blanc classique pour réaliser des images par IA de photos plus campagne, mode, dans un lieu très beau, avec des robes sublimes, et c'est un shooting que j'ai pas du tout réalisé. Donc là, c'est problématique, encore une fois, parce qu'on n'a absolument pas demandé l'autorisation de générer des photos avec mon image. Et en plus de ça, un shooting e-commerce n'est pas du tout au même tarif qu'un shooting campagne. Alors, elle contacte son agence pour faire part de son étonnement. L'agence avec qui j'étais là-bas et les clients avec qui j'ai travaillé, il n'y a absolument pas de notion de contrat de droit à l'image, etc., comme j'ai en France à chaque fois que j'ai un shooting. Alors, suite à ça, j'ai envoyé un message à mon agence pour leur dire, écoutez, moi je trouve pas ça normal. D'eux-mêmes, ils ont dit, on va en parler aux clients. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais je pense que même s'ils l'ont fait, étant donné que c'est des grosses marques, en plus un acteur très connu, très riche, je pense que j'aurai jamais de retour sur ça. On n'a pas les ressources nécessaires, je pense, pour dire quelque chose face à eux. Pas prévenu, pas rétribué à hauteur de l'usage fait de ses photos, son image, son visage utilisé dans un cadre non établi, tout cela pose évidemment de nombreuses questions. On y va, on me regarde. Très bien. Jeannette, baisse un peu le menton, léger, les yeux vers moi, pas de trop, reviens un peu, ok, on y va. Mais cela peut aller encore plus loin. Imaginez vendre votre image totalement et en une fois à une agence qui pourra la réutiliser à l'infini. On retrouve Audrey Soligny. C'est un gros contrat assez alléchant de, je sais pas, plusieurs dizaines de milliers de dollars par exemple. On va générer leurs personnes pour des shootings alors qu'elles ne sont pas là. Mais une mannequin avait été interviewée et disait que c'était super parce que du coup elle pouvait être et à Londres et à New York en même temps, etc. Cette fille, elle aura plus de travail, quoi. Au bout d'un moment, si elle vend son image à droite à gauche, on va juste plus du tout l'appeler pour les shootings. J'arrive pas trop à voir comment c'est viable.
Et pareil, encore une fois, niveau éthique, je trouve que c'est très, très, très limite. Et puis l'impact sur le secteur et les collègues. Une agence ou une marque qui a l'image d'une mannequin n'en emploie pas d'autres. Sans parler de toute l'équipe qui ne sera pas là, donc les photographes, les coiffeurs, les maquilleurs. Ça fait perdre du travail à tout le monde. Audrey Soligny n'est pas contre l'usage de l'IA dans l'absolu, mais elle l'affirme, il y a des limites. Si le photographe utilise l'intelligence artificielle, si l'intelligence artificielle peut l'aider à faire sa retouche d'une façon différente, etc., ça ne me choque pas. Par contre, si l'intelligence artificielle est utilisée pour générer une photo, alors là, le photographe ne travaillerait pas. Et puis, comme je disais précédemment, en fait, il y a une dizaine de personnes qui n'auront pas de travail, quoi. Et si on élargit, cela pose aussi la question des standards de beauté. Si on est face à de faux mannequins, de faux visages, de faux corps, comment va-t-on encore se projeter et que va-t-on intégrer comme étant la norme ? On développe tout cela avec nos invités du jour. Bonjour Catherine Maris. Bonjour. Vous êtes avocate chez Adastone, c'est un cabinet spécialisé en droit des médias et de la communication. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à ce type d'histoire avec vos clients, des mannequins ou des comédiens de publicité qui voient leur image modifiée avec l'IA ? Non, ça, on n'a pas encore eu ce cas-là. Par contre, ce qu'on a déjà eu, c'est que, en effet, une mannequin était d'accord pour un shoot spécifique et après, cette personne-là voit que son image a été utilisée dans le cadre d'une autre compagnie publicitaire. Ou par exemple, il a été convenu que c'était pour les réseaux sociaux et pas pour la télévision. Donc, souvent, on utilise l'image pour des supports qui ne sont pas prévus. C'est ça, en effet. Donc ça, souvent, on voit cela et c'est assez problématique parce que quelqu'un qui, par exemple, un mannequin se fait photographier, idéalement, on a un contrat avec la marque, l'annonceur, le photographe, parce que avant de pouvoir utiliser une image, il faut qu'on donne l'accord. L'accord peut être oralement ou par écrit, peut être explicitement, mais ce qui est super important, c'est que l'accord doit être interprété de manière limitée. Et en effet, si après on voit que l'image a été utilisée dans un autre objectif, ça c'est vraiment problématique. Alors on parle évidemment de ce droit à l'image, c'est ce qui est central dans les questions qu'on aborde ici. Ce premier cas, Audrey Soligny qui découvre son visage très modifié a posteriori, est-ce que ça, c'est légal ? Tout dépend de ce qui a été convenu dans un contrat, si en effet il existe. J'ai pu comprendre qu'en Inde, ils ne travaillent pas spécialement avec des contrats, donc là, déjà, il y a un gros problème. Mais c'est possible que dans le contrat, il a été convenu que la marque, le photographe, avait le droit de remodifier, retoucher l'image avec un outil qui est maintenant, en effet, souvent sur la base de l'IA. Donc, si dans le contrat, c'est stipulé, en effet, il n'y a pas de souci. Si dans le contrat, il n'y a pas une clause pareille, je n'ai pas tout de suite tendance à dire que c'est interdit, parce que c'est vrai qu'un photographe a toujours un peu tendance à modifier, retoucher, ce qui est pas anormal ou pas logique. Après, si en effet, après, on découvre que l'image a été complètement déformée et que, à la limite, on ne reconnaît même plus la personne, là, c'est le cas, ici. Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment problématique. Et on est d'accord que pour moi, il y a une atteinte à l'honneur ou à la réputation de la fille en question. Et il y a quelque chose à faire, en tout cas, dans nos législations ici. En Europe, en Belgique, il y aura en effet, si elle prouve son dommage, parce que là, en fait, on parle d'une faute, s'il y a du dommage, il y a un lien causal entre les deux, en effet, elle pourrait faire quelque chose. Ce ne sera pas évident, mais pour moi, quand c'est vraiment le cas que le visage a été déformé et on ne reconnaît plus la personne, parce que là, elle a donné une autorisation qui... Oui, c'est ça, c'est toute la nuance en fait entre simplement retoucher et puis modifier carrément. Oui. Deuxième expérience qu'elle nous a racontée, son image utilisée dans un autre contexte, celui d'une campagne avec un autre décor, d'autres vêtements, alors qu'elle a juste posé pour être payée pour un simple shooting en studio. Est-ce que là aussi, il y a un problème ? Oui, donc là, c'est le cas, je pense, que j'ai du coup expliqué au début. Elle a donné son accord pour un certain shooting dans un certain contexte et elle découvre après que c'est ça, son image a été utilisée. C'est ça, donc c'est pas que la question du support, c'est aussi la question de ce qu'on va lui mettre comme vêtements et de ce qu'on va générer comme décor derrière alors. Oui, ça après, la marque a toujours une certaine marge d'appréciation, comment elle veut finaliser le produit. Je dirais pas que là vraiment il y a une faute contractuelle, mais ce serait peut-être intéressant à noter
noté que est-ce qu'on pourrait intégrer dans le futur, maintenant avec tout ce qu'on sait par rapport aux outils IA, est-ce qu'on peut intégrer une clause comme quoi la personne qui a été prise en photo, est-ce qu'elle aura un droit de regard, comment est-ce que la photo ou son image en tout cas va être utilisée, quels vêtements, quel décor et tout. Je comprends que ça pourrait poser problème et c'est en tout cas un point qu'on peut noter pour le futur dans les contrats. Surtout si évidemment les deux ne sont pas rétribués de la même manière, oui, soit en studio, soit en campagne. Karine Isebrand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aussi. Vous êtes experte IA chez BAM, l'association belge du marketing. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces expériences de mannequins, vous qui chapeautez un peu le secteur de la publicité avec cette association ? Alors, on vient d'aborder le volet légal, mais au-delà du volet légal, quand le cadre légal est fixé, il y a tout un volet éthique qui prend le relais. Et donc, c'est ce volet éthique qui m'intéresse personnellement quand j'accompagne des entreprises dans le déploiement de l'IA ou dans le cadre de BAM. De façon générale, on constate que le secteur de la publicité, de la communication, du marketing, en Europe en tout cas, est assez bien encadré. De bonnes pratiques éthiques qui sont mises en place par toute une série d'associations au niveau international et au niveau local. Donc au niveau international, on a par exemple la Chambre de commerce internationale, l'ICC, qui édicte des codes qui servent aux entreprises de communication et aux annonceurs de guidelines. Au niveau européen, on a des associations du style la FEDMA. Donc c'est une sorte d'autorégulation du secteur. Absolument. Quand on parle de publicité pour la cigarette, l'alcool ou les jeux de hasard, c'est assez clair, le droit régule précisément ce qui est autorisé ou non. Sur d'autres sujets, comme la publicité pour l'alimentation industrielle par exemple, les interdits légaux sont moins clairs et le secteur propose en effet une forme d'autorégulation par l'éthique bien structurée. L'IA et ses usages sont aussi passés à la loupe de ces codes de bonne conduite. Karine Isebrand tient en tout cas à le souligner, l'IA a aussi permis de développer de vrais plus pour les consommateurs. Typiquement en marketing, l'IA va apporter des choses très positives dans le travail du day-to-day et va pouvoir être utilisée pour protéger le consommateur. On va utiliser l'IA, par exemple, pour rendre les contenus plus accessibles aux malentendants ou En générant des sous-titres, par exemple. En générant des sous-titres. Ça, on peut le faire de façon systématique grâce à l'IA aujourd'hui. Donc, l'IA a des côtés très positifs pour le consommateur, pour le citoyen en général. Là où l'IA peut poser problème, c'est pas tellement la technologie qui va poser problème, puisque la technologie, elle va rendre possible des choses qui ne l'étaient pas. Mais c'est la façon dont on va l'utiliser, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est la façon dont on va utiliser l'IA. Et c'est là où, et la régulation, la loi, et l'éthique par la suite, vont combler les failles que l'humain peut mettre dans l'utilisation de l'IA. Autre question que cela pose, c'est celle des standards de beauté. Évidemment, quand on parle de mannequinat et de vêtements, l'image que ces faux corps vont imprimer dans nos petits cerveaux. Et la séquence de Sarah Pousset, je vous propose de l'écouter, est à ce sujet. Je suis convaincue que l'IA va remplacer le métier de mannequin dans les années à venir. Les femmes vont s'identifier à des standards qui n'existent même pas. Ces mots, ce sont ceux de la mannequin Charlotte Lemay après un shooting où seule sa silhouette a été utilisée. Un visage et un corps ont ensuite été générés par intelligence artificielle. Mais au-delà des conséquences pour le mannequinat, les représentations créées par IA influencent aussi notre imaginaire et notre rapport au corps. C'est ce que nous explique Sarah Sépulcre, elle est professeure en communication et spécialiste des questions de genre. En fait, les images, elles sont essentielles parce qu'elles nous donnent le panel de ce qui est normal. Alors, on sait que ce n'est pas ce qui est normal puisque je pense pouvoir presque affirmer qu'il n'y a quasiment aucun corps normaux dans les médias au sens large du terme. On a des corps qui sont plutôt fins, avec des visages qui sont lisses, on ne voit plus jamais de cellulite, on ne voit plus jamais même les pores de la peau. Notre cerveau identifie clairement que ces corps sont retouchés et pourtant il ne peut s'empêcher de vouloir y ressembler. En tant que personne, ça signifie que sans cesse,
des centaines de fois par journée, on voit des corps et notre cerveau ne peut pas faire autrement que de se comparer. Et on se compare à ce qui nous est donné comme, alors j'allais dire le normal, mais oui, c'est vraiment la norme vers laquelle on devrait tendre. C'est en tout cas ce qui est montrable dans les médias, sous-entendu que tous les autres corps ne sont pas montrables et donc pas acceptables. En utilisant désormais des corps générés par intelligence artificielle, Sarah Sépulcre s'inquiète qu'on popularise de plus en plus des esthétiques non réalistes. Pensez par exemple au corps de ces super-héroïnes dans les comics books. Ils sont pas réels, ils se tordent de telle manière qu'on puisse voir leurs seins et leurs fesses en même temps. Donc les positions des héroïnes de comics book ne sont pas humainement réalisables. On peut imaginer des corps qui ressemblent à des Barbies. Les Barbies, on sait aussi que physiquement, elles ne sont pas vivables. On peut donc, par intelligence artificielle, créer ces corps qui ont des tailles, par exemple, ultra fines, qui ont des rapports hanche-taille, épaules qui ne sont pas du tout réalistes. Donc, effectivement, on passe un cran supplémentaire. Le risque, en effet, c'est que des femmes, mais aussi des hommes, essayent de tendre vers ces représentations, par exemple en recourant à la chirurgie. Au lieu de choisir un énième corps irréel comme modèle, la professeure en communication appelle plutôt le secteur de la mode à se questionner. Est-ce qu'on doit montrer des corps qui sont parfaits et inaccessibles parce que du coup, nos vêtements tombent bien ou ceci et cela, tout en sachant que ça génère vraiment des problèmes de santé mentale et de relation au corps dans la population générale? Ou est-ce que justement, on essaie de travailler à partir des corps existants et d'améliorer nos vêtements par rapport à ces corps existants? Sarah Sépulcre plaide aussi pour davantage d'éducation aux médias et au rapport à notre corps pour que ces images aient moins d'impact sur nos représentations. Évidemment, large question aussi à ce sujet-là. Catherine Maris, on a beaucoup parlé lors de l'aval donné à l'EA Act, ce texte de réglementation européenne autour de l'intelligence artificielle, de l'idée de labelliser les contenus produits avec de l'IA, les étiqueter par transparence pour les consommateurs. On en est où de ce côté-là? La réglementation est entrée en vigueur déjà il y a quelques mois, mais il y a encore plusieurs phases et plusieurs articles qui ne sont pas encore entrés en vigueur. Dans, par exemple, l'obligation de transparence, et je parle ici plutôt par rapport au secteur de la publicité. En soi, il n'y aura pas vraiment une obligation, si on utilise des outils IA, de le mentionner dans le cadre d'une campagne publicitaire. Par contre, il y a quand même 2 exceptions qui ont été intégrées dans la réglementation et qui vont entrer en vigueur en août. Et c'est le cas des deepfakes. Donc, si dans le cadre d'une publicité, on utilise un deepfake, on sera... Donc un corps avec un visage généré par IA ou l'inverse. Donc une imitation d'une personne, ce n'est pas de la personne qui a été prise en photo ou en vidéo, mais une imitation. Là, déjà, il y a la question droit de la personnalité, donc il faut avoir l'accord de la personne, mais il faut aussi, là, avoir un label qui met que, voilà, c'est généré par des outils de IA. Il y a aussi un deuxième cas, et ce sont les interactions virtuelles, par exemple des chatbots. Et là aussi, il sera obligatoire de faire un label, en tout cas mentionné. Il faut être clair pour le consommateur que c'est un chatbot qui est fait sur la base d'un outil IA. Donc voilà, ces règles vont être d'application dans quelques mois et on va du coup voir apparaître ces labels bientôt. Karine Isebrand, au sein de BAM, Association belge du secteur du marketing et de la publicité, on le rappelle, vous réfléchissez à ces questions, vous établissez des chartes, on en parlait tout à l'heure. Sur cette question de la labellisation, vous dites pas besoin de toujours expliquer que ce sont des images ou des vidéos produites par intelligence artificielle. Pourquoi ? Alors en fait, parce que l'utilisation de l'intelligence artificielle en publicité, en marketing, se fait à tous les niveaux de la conception du message. Donc on va utiliser par exemple de l'IA pour trier les datas disponibles qui nous renseignent quant au marché. Admettons le marché des jouets, le marché des vêtements, etc., etc. Une agence de publicité peut par ailleurs, comme n'importe quelle entreprise, utiliser des modules d'IA pour faire ses prédictions budgétaires, etc., etc. Mais quand on arrive à la partie créative, et puis on arrive à la partie créative, ce qu'on va voir nous en tant que consommateurs, consommatrices. Et dans la partie créative, il y a une partie d'utilisation d'IA qui sert à
développer des projets internes qui vont pas du tout être les projets finaux montrés aux consommateurs. Dans les réunions avec l'annonceur, lui dire ben voilà, c'est plutôt dans cette direction c'est le PowerPoint quoi qu'on veut avoir. Voilà, hein, on va créer des personas aussi qui représentent le consommateur type, non seulement physiquement mais aussi dans ses habitudes de consommation, etc., etc. Quand on arrive à l'utilisation d'IA dans le message final, que ce soit de la voix, que ce soit de l'image. Encore une fois, là, il y a toute une gradation. On peut utiliser l'IA comme on utilisait Photoshop antérieurement, etc. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que l'IA est déjà partout et que le mentionner, ça viendrait quoi Le mentionner viendrait à mentionner tout le temps. Imaginez un spot radio. Chaque spot radio devrait se terminer par 5 secondes de mention. Attention, ce spot a été réalisé avec l'aide de l'IA. Et ça ne dit pas encore avec quel type d'aide d'IA, pour faire quoi, dans quelle intention. Idem pour les spots télé, idem pour les affiches. Il y aurait une fatigue générale de la mention d'IA. Alors ce qu'on dit aujourd'hui, et ça c'est pas spécialement la BAM qui le dit, mais c'est plutôt au niveau de l'ICC, donc la Chambre internationale qui réfléchit au niveau monde, et ils disent, voilà, en fait il faut mentionner l'utilisation de l'IA quand elle est pertinente à être mentionnée, quand elle a un pouvoir de transformation auprès du public, quand elle peut être néfaste si elle n'est pas mentionnée. Cela dit, est-ce que si on veut justement être transparent, ça c'est un peu l'idée qu'on retrouve dans les AI Act aussi, si on veut être totalement transparent avec les consommateurs, est-ce que ça ne risque pas tout de même de réduire la confiance dans les marques, dans les agences de publicité, de se dire « Ah, il y a de l'IA, mais en fait on ne me le dit pas ». C'est vrai que le marketing repose sur des bases de confiance. C'est justement ce qu'une organisation comme la BAM, par exemple, cherche à faire. C'est très clairement indiqué dans ses statuts. Le marketing doit être un marketing de confiance, respectueux du consommateur. Et l'IA, l'usage de l'IA qu'on va faire doit aider le consommateur justement à avoir des informations plus cadrées, plus justes, plus visionnaires. Et si, by the way, on peut rendre l'information plus ludique, plus fancy, avec des beaux décors, etc., pourquoi pas, mais toujours dans le respect de l'humain et toujours dans le respect de la vérité dite au consommateur. Si on revient sur cette question de la transparence, de l'usage de l'IA, vous estimez que labelliser ou en tout cas mentionner l'usage de l'IA ne va pas forcément dans ce sens-là ? Alors si, je pense que ce qui est fondamental, c'est une explication, c'est une éducation. Et donc, effectivement, on regarde d'autres façons de faire que de coller une petite vignette IA sur chacune des publicités, qui serait plutôt par l'intermédiaire de lieux, d'endroits physiques ou virtuels dans lesquels on va pouvoir véhiculer le message « C'est quoi l'IA ? Comment elle a été utilisée ? Quel est son encadrement éthique tout au long de son utilisation ?» C'est pas forcément coller une étiquette à chaque création dans laquelle l'IA a joué un jeu, parce que, encore une fois, on va se retrouver face à une fatigue du consommateur qui va se dire en fait, oui, arrêtez de me le dire, je sais très bien que l'IA a été utilisée à un moment ou à un autre même si aujourd'hui, on n'est peut-être pas forcément suffisamment conscient, à l'inverse, qu'il y a autant d'IA qui est utilisée dans les contenus qu'on voit et qu'on consomme. Oui, comme toutes les évolutions, il y a un moment où l'évolution est plus rapide que la perception humaine. Et c'est vraiment le problème avec l'IA, c'est que l'IA est extrêmement rapide. Mais je reviens sur le témoignage de la mannequin, d'Audrey. Ce qui est vraiment symptomatique dans ce qu'elle raconte, c'est que les cas auxquels elle a fait face sont tous des cas qui se trouvent en Inde, en dehors de l'Europe, dans des pays mal encadrés. Heureusement, en Europe, on a un cadre qui commence à être en place. Catherine Marie, puisqu'on est ici en train de se mettre du côté du consommateur ou de la consommatrice, est-ce qu'un consommateur aujourd'hui pourrait attaquer une marque en lui disant je suis lésé, on ne m'a pas prévenu qu'on a là une fausse image, une fausse personne. Est-ce que ça, c'est possible ? Oui. Donc, il y a 2 cas d'ailleurs en 2025 du GIEP, donc le jury d'éthique publicité. Et donc, il y a eu 2 consommateurs qui ont porté plainte au sein du GIEP parce que c'était 2 marques différentes qui avaient utilisé dans une campagne, ils ont utilisé la voix de Kurt Cobain, et dans une autre campagne publicitaire, ils ont utilisé
utilisé l'image d'une personne très connue qui est entre-temps aussi décédée, j'ai oublié son nom. Et en fait, il y a 2 plaintes indépendamment et en fait, ces consommateurs ont dit qu'on nous fait croire en fait que ces gens sont limite de nouveaux vivants et on nous fait croire aussi que ces gens veulent passer un certain message alors qu'ils ne sont plus dans cette capacité de faire passer des messages ou des vidéos. Et donc là, en effet, le GEP a du coup jugé sur la base du code ICC qu'il faut toujours l'autorisation de la personne concernée si on veut utiliser sa voix ou son image. Donc, en effet, le consommateur est dans la possibilité de porter plainte si jamais le consommateur se sent un peu trahi, en fait. Oui. Karine Isebrand, on parlait de standardisation des corps tout à l'heure avec la séquence de Sarah Pousset. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque pour les marques d'une standardisation de tout, des images, des décors, des vidéos publicitaires? Est-ce que c'est pas ça, finalement, qui pourrait venir créer le plus de distance entre les marques et leurs clients? Oui, absolument. En fait, il y a plusieurs futurs possibles du marketing. Le premier futur, c'est un futur qu'on ne souhaite pas, c'est le futur vraiment réglé par les algorithmes. Un futur où l'humain n'a plus grand-chose à dire, il n'est plus vraiment aux commandes. C'est le futur black box. Donc, on ne sait plus qui décide quoi, on ne sait plus si ce qui est vu, entendu est réel ou pas réel, et si ce qui est dit est correct ou pas correct. Donc ça, le deuxième futur possible, c'est effectivement la génération de contenu excessive par IA qui crée une espèce de soupe où tout se ressemble, parce que finalement, tout le monde utilise les mêmes algorithmes de la même façon. Et ça n'est pas du tout un futur souhaitable non plus. Et puis, il y a un autre futur qui est vraiment celui qui est souhaitable. C'est l'humain qui reste aux commandes et qui est amplifié par l'IA pour réaliser des tâches, soit de façon plus efficace, soit de façon plus précise que le ferait un humain. On peut arriver à démultiplier la capacité créative d'un directeur créatif, par exemple, par l'utilisation de l'IA. Mais tout ça, en fait, l'IA dans la publicité, c'est ni bien ni mal, c'est comme tout, c'est ce qu'on décide d'en faire. Bien sûr. Et comment on l'encadre. Et donc, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la réglementation, puis on a parlé de l'éthique avec tout ce qui était autorégulation, mais il y a une chose importante de laquelle on n'a pas encore parlé, et qui, moi, me tient beaucoup à cœur, c'est la gouvernance au sein des entreprises qui utilisent l'IA. Ça peut être dans n'importe quel domaine, mais disons que si on le prend dans le domaine du marketing, cette gouvernance va vraiment créer le cadre. C'est-à-dire que quand on utilise l'IA, il faut toujours savoir qui est responsable de quoi, pourquoi on l'utilise, dans quel cadre on l'utilise et dans quel cadre on ne l'utilise pas. Et ça, c'est un gros travail. D'ailleurs, les AI Act demandent aux entreprises aussi, si je ne me trompe pas, Catherine, de former leur personnel à l'IA. Oui, je confirme. C'est pas juste des règles, c'est vraiment accompagner une transition. Éthique, d'accompagner une transition et de faire cohabiter les humains et les machines. Catherine Marie, c'est une dernière question. C'est un défi, on entend bien ici que c'est un défi pour l'entreprise. C'est un défi aussi pour l'encadrement juridique, tout cela, tout ce qui se passe avec l'IA, parce qu'on a quand même l'impression que, comme souvent, les technologies évoluent beaucoup plus vite que le cadre légal. Est-ce qu'on ne sera pas toujours un peu à courir après? Oui, bien sûr. En effet, je confirme, surtout si ça doit se passer au niveau européen, les réglementations, il y a toujours une certaine période avant que ça entre en vigueur. Il y a aussi des directives. Là aussi, il y a toujours une période de transition. Mais entre-temps, tout ça évolue et en effet, parfois, on court derrière les faits et là entre-temps il y a une nouvelle réglementation qui va du coup sortir parce qu'en effet après quelques années de IA entre-temps il y a d'autres questions qui se posent, donc il va y avoir une directive réglementation omnibus qui règle un peu les questions qui n'ont pas été traitées il y a quelques années mais qui maintenant posent problème. Donc oui, je pense que les parlementaires et les gouvernements font bien leur job mais ça n'arrête jamais. D'où l'importance de l'autorégulation aussi, puisque ce sont les professionnels des secteurs qui identifient les problèmes qu'ils vivent au quotidien et tentent d'y apporter des réponses collectives.
On sent bien que décidément, l'IA est un vrai défi pour tous les secteurs qu'elle touche. Ici, en moins de 30 minutes et sur le seul segment de la publicité, on voit qu'on a soulevé des dizaines de questions, allant du droit à l'image à nos standards de beauté, en passant par ce qui est autorisé légalement ou non. On a parlé d'éducation aux médias et j'en passe. C'est à la fois inquiétant et à la fois éclairant d'en avoir parlé dans cet épisode. Il y a des gens qui réfléchissent à ces questions, à encadrer, même quand la loi n'est pas encore sur le coup. Ça bouge en coulisses, même si on peut déplorer toujours que ce soit trop lent, face à la vitesse des changements technologiques. Karine Isebrand m'a parlé de son ambition, c'est qu'on ne fasse pas la même chose qu'il y a 20 ans avec les réseaux sociaux, à savoir laisser aller et voir ce que ça donne. Elle n'est pas la première à me donner cet exemple et à dire qu'avec l'IA, on se doit d'être plus volontariste. Merci à nos invités, Karine Isebrand de BAM, l'association belge du marketing, Catherine Maris, avocate chez Adastone, un cabinet spécialisé en droit des médias et de la communication. À la réalisation de cet épisode, il y avait Guillaume de Smet, à la préparation Sarah Pousset et Marie Van Cutsem. Merci à vous pour votre écoute chaque semaine et très bon début d'année à l'écoute des clés. Je vous dis à très bientôt.